40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflis OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Nous partons dans un monde d'innovation. Nous sommes à Vivatech et ça fait du bien, un monde d'innovation, je le disais. Alors nous innovons. Aujourd'hui, c'est un concert a cappella que nous vous proposons dans 40 nuances de Next. Depuis Vivatech, pour m'accompagner à la voix côté ténor, je retrouve mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas. En voix de tête, j'accueille Valérie Spies, CCO chez notre partenaire Neuflis OBC. Bonjour Thomas. Pour les chœurs, ce sera 5000 visiteurs que vous entendez peut-être en arrière-plan, les 5000 visiteurs de Vivatech. Mais celui qui va donner le la de notre émission, c'est Franck Le Bouchard. Bonjour Franck. Bonjour. CEO chez Devialet. Alors on ne peut pas démarrer un podcast 40 nuances de Next sans la présentation d'Olivier. Merci beaucoup Franck Le Bouchard, donc le patron de Devialet. Alors je vais faire une petite présentation et tu pourras après me corriger parce que j'ai forcément pas toutes les informations parfaitement à jour. Donc je crois que Devialet a été créé en 2007. Est-ce que c'est bien la bonne date? C'est exactement ça. Alors il y a ce qu'on appelait quand on préparait l'émission avec toi les 4 mousquetaires qui sont des personnalités très visibles dans l'univers de l'entrepreneuriat au sens large et des très très grosses fortunes aussi de par les succès qu'ils ont pu connaître. Bernard Arnault, Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, Marc Simoncini qui ont contribué à financer Devialet au tout début de l'histoire. On nous a dit que l'actionnariat resterait à l'époque à plus de 80% français. Alors je ne sais pas si c'est le cas parce qu'il y a eu des levées de fonds entre-temps et on pourra en reparler. Alors j'ai noté une levée de fonds de 51 millions d'euros en 2019. Donc il y a 2 ans, qui avait succédé à une très grosse levée de fonds qui à l'époque était très spectaculaire. Alors depuis, il y a eu encore des records dans la French Tech en termes de en termes de levée de fonds. Là, c'est 100 millions d'euros en 2016. Parmi les investisseurs, alors il y a beaucoup de variétés. Je vais sans doute en oublier certains, et c'est pas l'idée d'être autour de comme dans le conte de Cendrillon et d'oublier la vieille sorcière. Mais enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la diversité de ces actionnaires. Certains sont des industriels. Je crois qu'il y a Renault, il y a Sharp, il y a le Taïwanais Foxconn aussi, qui est l'assembleur de l'iPhone d'Apple. Le fonds Corelia, qui était de l'ex-ministre Fleur Pellerin. Je crois que c'était son premier investissement en France quand elle lançait Corelia à ce moment-là. Elle est au bord de France Digital avec moi, donc on la connaît bien. Je crois qu'il y a aussi la société du rappeur Jay-Z, qui est aussi un businessman connu, c'est le Mr Beyoncé. Je crois que c'est Roc Nation, son entreprise. Oui. Il y a également la BPI, le CMCIC, l'incubateur californien aussi du fondateur d'Android, qui était Andy Rubin. Donc beaucoup de beau monde. Je crois que j'en oublie forcément, mais tu pourras en rajouter quelques-uns. En tous les cas, Devialet, je crois, est passé à 1300 points de vente. Il y avait aussi l'idée au moment de ces investissements de se lancer en Chine. Ce sera intéressant de savoir où en est cette extension internationale, car je sais que tu voyages beaucoup également, étant un parfait ambassadeur de cette French Tech. Alors la promesse de Devialet, c'est le son parfait. On connaît la fantôme, j'en ai aussi chez moi et j'adore évidemment avoir des invités et se mettre en situation fantôme. Mais il y a eu beaucoup de diversité, de diversification, notamment des contrats aussi B2B avec le monde de l'automobile, avec le monde de la télévision, donc pour équiper en son aussi d'autres environnements. Il y a eu ce partenariat annoncé avec Huawei, donc ce sera intéressant de parler, et aussi avec le Tesla indien qui est Praveg, et un partenariat aussi avec Forestia. C'est intéressant de voir où est-ce que ça en est, parce que les équipements automobiles, évidemment, c'est la voiture du futur. Et puis je mentionne encore des innovations. Il y a l'écouteur Gemini qui était aussi lancé donc avec une notion de réducteur de son et puis de mettre la technologie de Devialet au cœur de l'oreille. L'enceinte réacteur aussi qui permettait d'avoir un produit d'entrée de gamme peut-être moins cher en termes de prix. Donc il ne faut pas oublier quand même que Devialet, c'est un projet industriel, et j'en finis avec ça. J'ai lu qu'il y avait une usine qui pouvait produire une enceinte toutes les 49 secondes. Donc on est vraiment dans la
performance et quand on parle du retour, de la localisation de l'emploi dans le secteur industriel, c'est intéressant. Même si on pourra peut-être en parler, le secteur industriel souffre aujourd'hui, post-Covid, de l'approvisionnement en matières premières, en pièces détachées, et puis il y a tous les problèmes de logistique. On dit que le monde du Covid a bouleversé et a complexifié l'accès à la ressource. Franck acquiesce. Alors là, merci Olivier, parce qu'une intro pareille, aussi exacte et exhaustive, je crois que je n'avais jamais entendu. C'est un compliment qui va droit au cœur. Je deviens un vrai journaliste, enfin. Tout est dit, et du coup, je vais rebondir sur l'actionnariat, tiens, pour une fois. Parce qu'effectivement, on a un actionnariat, alors on parle souvent de la cap table, qui est probablement, qui explique probablement tout ce qu'on fait aujourd'hui. Dans nos actionnaires et dans nos board members, dans nos représentants au conseil d'administration, on a des entrepreneurs, donc typiquement Xavier Niel ou Marc Simoncini ou Jacques-Antoine Grandjean. On a des capitaines d'industrie comme Bernard Arnault, et donc les entrepreneurs ont cet esprit start-up avec la volonté pour Devialet d'accélérer très 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 vite. Quelqu'un comme Bernard Arnault, ou en tout cas ses représentants, nous poussent et ont poussé Devialet tout de suite à aller dans le monde entier avec tout de suite l'envie d'aller aux États-Unis et en Asie. On a des fonds d'investissement. On a parlé de, par exemple, Crédit Mutuel Equity, donc eux qui ont une logique de fonds d'investissement, alors même si ils sont plutôt long terme, mais bon. On a tout un pan de gens passionnés de musique. Alors là, on retrouve encore Bernard Arnault et sa femme. On retrouve effectivement Jay-Z. On a des super tech. Andy Rubin, Playground est un techos. Emblématique de la Silicon Valley. Oui. Je me permets de te couper, mais tu as cité beaucoup de monde. En quoi ils s'impliquent et qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui au-delà des noms c'est certain que c'est intéressant d'avoir de tels noms. C'est là que ma vie devient compliquée, mais c'est ça que j'aime, c'est qu'ils apportent chacun un angle et une envie. Donc je reçois des coups de fil du type il faut accélérer en Asie, il faut lancer plus de produits, il faut garder l'esprit d'entrepreneur, où en est la valo, où en sont les comptes, où en est les bidas, où est le chiffre d'affaires. Enfin, ils sont dans tous les sens. Et au fond, si je le dis positivement, je suis challengé par à peu près tous les côtés possibles et imaginables, puisque chacun a son biais. Et typiquement, Jay-Z, il appelle pour proposer quelque chose, demander des comptes. Alors Jay-Z, non, alors les comptes, il les reçoit, Jay-Z. Et Jay-Z n'appelle pas souvent. J'aimerais bien qu'il appelle plus souvent. Non, ce qu'on attend Jay-Z, c'est un partenariat magique, parce qu'évidemment, aux États-Unis, Jay-Z et le fait qu'on ait Jay-Z une caution, nous aide beaucoup. Oui. Moi, ça m'intéresserait qu'on lance la rubrique jingle, parce qu'avec une start-up, enfin un scale-up aussi original, ça m'intéressera de voir comment on arrive à la résumer. Exactement. Beach, oh mon beach. Beach, oh mon beach. Tu as parlé tout à l'heure du son parfait. Je vais te proposer, tu parlais des investisseurs, une question de l'un de tes investisseurs qui permettra peut-être de pitcher Devialet aujourd'hui. Vous avez un message. Bonjour Franck. Écoute, j'ai une question que je me suis toujours posée. Maintenant que tu as l'habitude d'écouter ce son incroyable des enceintes Devialet et qu'en plus tu travailles sur la progression en permanence de la qualité sonore de ces enceintes, je comprends pas comment tu arrives à, encore aujourd'hui, plein de fois dans ta journée, certainement, à écouter d'autres sons en provenance de ta radio dans ta voiture, de ton téléviseur et de toutes les autres sources sur lesquelles tu n'as pas encore pu équiper la puce Devialet. Je ne sais pas comment tu fais, ça doit être terrible. Et Jacques-Antoine m'a envoyé une deuxième question. Donc, ma question, c'est comment fais-tu ? Si c'était pas clair. Eh ben, c'est une excellente question de Jacques-Antoine, et je vais dire un truc qui paraît bizarre, mais ça devient parfois insupportable. Je viens d'acheter une télévision, alors je ne vais pas donner la marque, elle est flambant neuve, c'est un écran magnifique, elle est super fine, et le son est insupportable. Et donc effectivement, alors je sais pas le cas partout, dans ma voiture j'ai du son d'une marque américaine, ça va. Mais effectivement, maintenant, après 3 ans et demi avec Devialet,
J'entends tous ces trucs, les graves qui sont boostés, les aigus qui sont boostés. On n'entend plus les 2 dernières notes d'une contrebasse parce qu'on a boosté, on descend pas en dessous de 50 Hz en fréquence. Enfin, tous ces trucs-là, effectivement, Jacques-Antoine a raison, ça devient pénible. Mais au fond, ça me renforce et ça renforce tout de Vialet dans la volonté d'amener le son de Vialet partout. Voilà, et c'est pour ça. Alors c'est une chose qu'on dit, je t'interromps, mais c'est vrai qu'on dit que les télévisions ont formidablement progressé en termes de qualité d'image et du coup aussi en termes de finesse de l'écran. Et on se demande où est-ce qu'on peut mettre le son du coup et avoir effectivement par exemple le caisson de basse, etc. Donc il y a un vrai travail à faire pour que le son probablement enfin surtout avec le home cinéma, etc. Que le son rattrape la qualité de l'image. Qu'est-ce que vous faites dans cette direction ? Eh ben nous, on fait des haut-parleurs ultra fins. Et on fait des composants électroniques de plus en plus petits, ce qui fait que là, Huawei vient de lancer une télévision haut de gamme en Chine, et on a intégré le son de Vialet dans la dernière télévision haut de gamme en Chine. Et enfin, il y a une télévision qui a un son, c'est pas le son de mes rêves, mais c'est un son qui est nettement au-dessus du marché. Forcément, on n'a pas le son de la fantôme dans l'écran de télé. Non, parce qu'on n'a pas le volume pour mettre le son. Mais notre quête, c'est un peu une quête absolue. C'est si dans votre vie, vous avez plein de moments où vous écoutez du son pourri et vous vous en rendez plus compte. On s'en rend plus compte. Si vous écoutez le son de votre laptop, de votre smartphone, de la plupart des voitures, de votre télévision, si vous n'avez pas de barre de son, vous avez un son qui, de notre point de vue, est pas bon. Et au fond, nous, on le voit comme c'est ça les gènes de Vialet. Nous, on se lamente pas. C'est une opportunité infinie. En fait, moi, je pense, Franck, je le remarque, on est tous passés dans un mode ultra digital, évidemment avec le Covid. On a tous en fait souffert de ce son. On en souffre encore aujourd'hui. Mais quelque part, c'est pour moi un super accélérateur. C'est sûrement une super occasion d'accélérer et de continuer parce que je pense que tout le monde est devenu ultra sensible à cette problématique. Et c'est tellement vrai, Valérie, qu'il est en train de se produire c'est un peu un rêve éveillé pour De Vialet. Je vais revenir en arrière. Depuis 20 ans, la qualité du son va décroissante. On est passé d'un monde, alors c'est un monde que moi j'ai connu, qui était le vinyle, l'ampli, le préampli, des beaux câbles, des belles enceintes, et on écoutait un son de grande qualité. Le monde a changé avec les plateformes de streaming et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on a tous 70 millions de titres sur notre smartphone, quelle que soit la plateforme. Ça, c'est super. Mais c'est un son qui est dégradé, qui est compressé et qu'on joue souvent en Bluetooth sur un casque ou dans des écouteurs. Et donc, cette qualité, depuis 20 ans, elle se dégrade. Et là, il se produit enfin ce dont De Vialet rêvait, qui est que ça va s'inverser. Apple a fait une annonce, alors c'est pas très grand public encore, mais Apple a annoncé je crois que c'est à partir de juillet, ils allaient monter en qualité Hi-Fi sur leur plateforme de streaming. Amazon a instantanément suivi. Donc, et quand je dis passer, c'est sans surcoût pour les clients. Donc votre abonnement Apple Music, et tout le monde va y passer évidemment, qui est à 10 € ou 10 $ par mois, va vous donner la qualité Hi-Fi. Et ça, c'est une inversion de tendance qui nous, évidemment, nous fait chaud au cœur parce qu'une fois qu'on a ça en source Hi-Fi, il faut pouvoir le jouer sur des appareils qui restituent cette qualité Hi-Fi. Tu as évoqué tout à l'heure Huawei. On reste dans cette idée du pitch. C'est compliqué de pitcher De Vialet aujourd'hui. C'était simple au départ de pitcher le son parfait. Est-ce que le pitch est identique, mais simplement poussé dans plein d'autres verticales ? Est-ce qu'on peut même te demander de te livrer à l'exercice, parce que nous, on essaie de montrer aussi aux jeunes entrepreneurs comment est-ce qu'on fait pour pitcher une entreprise. Alors, elle est plus complexe. Il y a du B2B, il y a du B2C, mais il y a quand même une âme et une vision à l'origine. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à repitcher De Vialet après toutes les étapes de développement qui ont eu lieu ? Ah non, mais alors c'est super simple parce qu'en fait on n'a pas dévié depuis le tout début. Nous, De Vialet, on est là pour amener le son le plus parfait possible au monde sur tous les produits qui font du son. Alors ça, ça nous prendra des dizaines d'années. On est sur cette voie-là et on le fait avec la marque, je vais le dire avec beaucoup d'arrogance, mais avec la marque la plus désirable au monde dans le monde de l'audio. Et donc c'est cette combinaison de technologie et de marque
qui nous anime. Ce qui est compliqué ensuite, c'est que le monde fait qu'on cherche à nous mettre dans des cases. Donc, est-ce qu'on est dans la case techno? Est-ce qu'on est dans la case B2C, puisqu'on fait Fantôme et autres? Est-ce qu'on est dans la case B2B, puisqu'on fait de la licence avec Huawei? Est-ce qu'on est dans la case luxe, puisque notre marque est plutôt luxe? Start-up, scale-up, j'en sais rien. Moi, au fond, ces histoires de cases, ça me laisse un peu perplexe. Nous, Ça rassure les gens des fois. Non, ça rassure les investisseurs en fait. Les investisseurs, ils adorent pouvoir se dire c'est dans cette case-là, c'est tel multiple de CA, ça vaut tant, je peux aller me coucher. Mais nous, nous, ce qui nous anime, c'est que effectivement, le but ultime, si vous prenez l'objet le plus petit de votre vie au quotidien qui fait du son, c'est un smartphone. Un jour, et ça fait 10 ans que De Vialet dit ça, un jour, le son de votre smartphone sera un son de grande qualité sera un son De Vialet. Oui. On reste d'abord sur le B2C avec cette réflexion sur le positionnement et on a une question de notre partenaire avec Laurent Garret, le CEO de Neuflis OBC. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Franck. L'enceinte fantôme de De Vialet est aujourd'hui devenue un objet iconique. On rêve tous d'avoir cette enceinte dans notre salon ou dans notre bureau. Et je sais que votre ambition, apparemment, est de vous diversifier dans le domaine de l'audio. Vous avez récemment lancé les écouteurs Gemini. Donc ma question est, je voudrais savoir si votre ambition est de conserver votre positionnement très haut de gamme ou est-ce que vous avez vraiment l'intention de toucher un plus grand public avec des objets plus standards en misant évidemment sur la qualité de la marque. Merci. Alors effectivement, d'abord, Fantôme est en train de devenir iconique. Un produit audio aujourd'hui, ça dure 2 à 3 ans. On a lancé Fantôme il y a déjà 6 ans et cette année, les ventes de Fantôme sont à 1,6 fois l'année dernière. Donc effectivement, Fantôme devient iconique. La réponse à la question, c'est depuis le premier jour, De Vialet, tout le monde chez De Vialet vit pour que, avec cette phrase, un jour, tout le monde aura le son de De Vialet dans sa vie. Donc on démocratise le haut de gamme. L'idée, nous on est fondamentalement une boîte de tech. Si on doit nous mettre dans 2 cases, c'est tech et luxe. Et nos tech, nos technologies, elles vont dans nos produits qui sont effectivement haut de gamme, mais elles vont aussi dans des produits qui sont abordables. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de foyers français qui ont une Freebox Delta de Vialet. Ça vaut pas des milliers d'euros, une Freebox Delta de Vialet. Et donc, ils ont le son. C'est une barre de son télé et ils l'ont chez eux. Il y a des millions de Chinois qui ont du son De Vialet grâce à notre partenariat avec Huawei. Là, on vient de lancer De Vialet Gemini. De Vialet Gemini, ça vaut, donc en termes de son, c'est les meilleurs écouteurs au monde. Et pour le coup, c'est pas moi qui le dis. Tous les classements sont en train de sortir. On est 5 étoiles partout. De Vialet Gemini, ça vaut 299 €. Le leader du marché que je refuse de nommer se vend 280 €. Donc on est, je sais pas si on parle de démocratisation, c'est pas, je suis pas devenu fou non plus, c'est pas de données. Mais nous, on est très clair. En gros, une Fantôme, c'est 1600 €, c'est ça ou c'est le prix d'entrée entre guillemets, c'est 990 €. Donc c'est le modèle à 96 décibels. 96 décibels dans n'importe quel salon parisien. Est-ce qu'on parle de la réacteur là? Voilà, c'est celle-là. exactement. Ouais, d'accord. 96 décibels, vous embêtez largement vos voisins dans un appartement parisien normal. Et puis effectivement, on monte jusqu'à Fantôme Gold. Alors je parle même pas de Gold Opera, mais Fantôme Gold, selon les pays, est dans la zone de 2600 €. Après, le truc incroyable, c'est que notre best-seller absolu, c'est Fantôme Gold. Ouais, donc c'est incroyable. C'est finalement un produit assez cher, mais on voit que les gens peuvent acheter de la qualité. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, le B2B devient un sujet important? Je crois qu'on a une question là-dessus, donc peut-être qu'on va la laisser intervenir sans en interrompre la fraîcheur. Oui, la question d'Anne Taffin, de notre partenaire Madines. Vous avez un message. Bonjour, vous avez noué des partenariats avec Free, SFR, Ikea ou encore la marque Lotus. Est-ce qu'à l'avenir, vos enceintes Fantôme 1 et 2 seront avant tout une vitrine pour mettre en avant votre technologie et trouver de nouveaux clients professionnels? Alors, petit rectificatif, Ikea, c'est mes concurrents américains qui commencent par S. Donc effectivement, nous, en fait, sur le B2B, ça a 2 immenses avantages pour De Vialet. D'abord, c'est une source de revenus.
Alors ça représente quoi aujourd'hui? Ça représente environ 15 à 20% du chiffre d'affaires. Donc, nous fournissons sous forme de licence nos technologies à Huawei, SFR, Altis, Vodafone, Belkin, Free, et j'en oublie. Et donc en fait, c'est une source de revenus qui finance notre recherche et développement. C'est ça qui permet aussi de recruter des ingénieurs. La deuxième chose extraordinaire pour nous, c'est que c'est un accélérateur de notoriété. La première fois que ça s'est vu pour nous, c'était en France, avec le lancement de la Freebox Delta de Vialet, où là, notre notoriété a augmenté de 30% en 2 mois, parce que Free avait fait une campagne télé. Et nous, avant qu'on puisse faire une campagne télé, il va se passer du temps. Et là, on vient, il y a 10 jours, d'avoir les chiffres de notoriété de la marque de Vialet en Chine. Et il y a 7% des Chinois qui connaissent la marque de Vialet. Pour atteindre 7% de notoriété, il aurait fallu qu'on dépense environ 100 millions d'euros si on l'avait fait en achetant des médias en Chine. Notre budget Chine, je crois, l'année dernière, c'était 1 million d'euros en médias. Ce 7%, c'est grâce au partenariat de Vialet, Huawei. Voilà. Le Huawei, depuis 3 ans, communique sur tous ses lancements de produits avec de l'audio en disant la meilleure marque au monde en audio, c'est de Vialet, et c'est pour ça que notre télévision, par exemple, il y a un mois, a ce logo de Vialet devant vous parce que c'est le meilleur son au monde. Donc c'est à la fois une source de revenus et une source incroyable de notoriété. Tu viens de parler de l'Asie, c'est je crois une des raisons, tu en as parlé tout à l'heure, on est venu te chercher aussi pour développer l'Asie. C'est un marché compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi, mais peut-être aussi une réalité. C'est un marché qui fait peur. C'est-à-dire que chaque pays est différent. C'est vraiment chaque culture. Enfin, entre le Japon et la Chine, si on est en France et qu'on ne connaît pas, c'est l'Asie et c'est loin. Quand on est au Japon, on n'est pas en Chine et vice versa. C'est très 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 différent. Et la Corée du Sud, pareil. Et la Thaïlande, pareil. Donc effectivement, on est venu me chercher aussi pour ça, en me disant on pressent un potentiel extraordinaire pour de Vialet en Asie, pour 2 raisons. Les Asiatiques valorisent beaucoup les ingénieurs français et les technologies françaises, et les Asiatiques valorisent beaucoup les marques et les marques de luxe françaises. Et merci aux grandes marques de luxe d'avoir fait le travail pour nous, entre guillemets. Et donc effectivement, on est entre guillemets venu me chercher pour ça, et depuis 3 ans, la priorité de développement de Vialet, c'est l'Asie, à tel point que depuis 2 semaines maintenant, le chiffre d'affaires de Vialet en Asie vient de dépasser de celui en Europe. Donc ça y est, j'avais dit que ça prendrait 2 ans, ça a pris en fait 6 mois par rapport à quand j'avais dit ça à Noël. Ouais. Et puis là, je regarde mes chiffres, il y a 1 ou 2 mois, j'ai dit la Chine est numéro 2 derrière la France pour de Vialet, et dans 2 ans, la Chine sera première. Et en fait, je pense que c'est dans 3 mois que ça va se passer. On a parlé du chiffre d'affaires, j'ai un doute, Olivier. Alors, en général, quand on demande le pitch, on sait que parfois, certains chefs d'entreprise sont réticents ou ne peuvent pas forcément donner tous les indicateurs. Mais est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux nous donner? Si ce n'est pas le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il y a comme indicateur? Est-ce que c'est le nombre de produits vendus? Est-ce que c'est la croissance, etc., pour qu'on se fasse une idée de l'impact industriel de Vialet? Alors je donne pas le chiffre d'affaires. Voilà, au moins c'est clair. Effectivement. Non, je peux donner quelques chiffres quand même. Le nombre de salariés de Vialet aujourd'hui est à 400, et ça c'est en comptant vraiment au sens le plus restrictif du terme. Mais par exemple, en termes de production, on a 150 personnes en France qui ne sont pas dans les effectifs de Vialet, mais qui travaillent pour produire nos produits qui s'exportent dans le monde entier. Dans les vecteurs de croissance, il y a le nombre de points de vente dans le monde où sont vendus les produits de Vialet. En 3 ans, on est passé de 400 points de vente à maintenant 1400. En termes de croissance, alors c'est une année bizarre, c'est-à-dire que tiens donc. Non mais quand le premier confinement a eu lieu, alors nous, on l'avait vu arriver un peu avant parce qu'on est tellement présent en Chine que... Ne bouge pas, je te coupe. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Un invité exceptionnel, Emmanuel Macron, qui a voulu te poser une question. Donc c'est le monde d'après. Enfin, non, typiquement, on savait que tu parlerais de ça. Ouais, nous on l'a vu arriver en Chine. C'est-à-dire que quand on a vu nos magasins chinois commencer à fermer,
on a eu une première alerte et puis donc on s'est retrouvé confiné comme tout le monde, avec un vrai stress parce que le premier confinement, vous vous souvenez peut-être pas, mais les usines fermaient. Oui, c'est vrai. Et donc on avait nos magasins fermés, nos usines fermées. Les usines sont en France. En France, oui, il y en a 2 près de Fontainebleau et une près de Caen, à Mondeville. Donc elles sont en France et tout était fermé. Donc il y a eu un moment de stupeur, on va dire comme ça. Et puis derrière, tout a commencé à réouvrir. Et là, alors je vais choisir mes mots parce que il y a tellement de secteurs en France qui souffrent, et il y a tellement de gens qui souffrent que je suis obligé d'être très prudent sur mes mots. Mais les gens ont commencé par acheter des ordinateurs, des fauteuils de bureau, des imprimantes et des cartouches d'encre. Et puis quand ça a duré et que les gens sont restés chez eux, ils se sont mis à acheter des télévisions, des canapés et des enceintes. Et donc notre marché a littéralement explosé dans le bon sens du terme. Et donc avec la réouverture de nos magasins et puis surtout avec l'autorisation de laisser les usines ouvertes, notre chiffre d'affaires, on est en croissance entre 50 et 60%, même en période dure de Covid. Alors, en même temps, je suis très prudent. En France, on se réjouit parce qu'on va enlever le masque. Nous, encore une fois, on est très présent en Asie et c'est inquiétant. C'est-à-dire que ça repart. Ça repart, oui. Il y a ça repart. Taïwan reconfine, mais Taïwan reconfine avec 40 cas. Donc, mais on a la région de Victoria en Australie, on a le Japon, on a des signes qui nous disent que c'est pas terminé. Mais donc le monde d'après pour nous, c'est un monde qui se passe beaucoup à la maison. On parle souvent des Français qui ont mis 170 milliards d'euros de côté, c'est sûrement vrai. On a de quoi s'acheter une enceinte Gold. Et ben voilà. Non mais c'est ce qui se passe. Et en fait notre seule limite aujourd'hui. Alors c'est pas, la vie est pas facile pour autant parce que on a découvert depuis 6 mois une nouvelle limite, qui est qu'on n'arrive pas à se fournir en composants électroniques. Le plastique est en rupture de stock. Hier, j'étais au téléphone avec notre fournisseur de carton. Voilà, il y a une pénurie mondiale de papier et de carton. Et donc, à l'heure où je parle, en juillet, on ne sait plus produire à cause de la pénurie de carton. Et ça, c'est tout le temps. Là, on parle du packaging ou du packaging. Du packaging. On ne sait plus emballer nos produits. Donc, c'est-à-dire, on n'en vend plus. J'espère qu'on va trouver. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Mais c'est ça. Tout le temps. Je pensais que ce qui nous ferait arrêter nos lignes de production, ce serait les composants électroniques, c'est potentiellement le carton. Et je ne parle pas des palettes. Il n'y a plus de palettes. Voilà, donc ce monde aujourd'hui, notre limite, si on m'avait dit ça il y a 6 mois... On va appeler Jean-Louis Louvel pour les palettes. Notre limite, c'est ça. Notre limite, c'est la pénurie mondiale de tout. Comment on s'organise en tant que boîte, en tant que patron d'une boîte comme ça, pour faire face aux pénuries? Est-ce qu'on décide de changer de modèle? Est-ce qu'on se dit demain l'enceinte de Vialet, et tant pis pour l'image, on la vendra peut-être sans aucun packaging pour pouvoir continuer à adresser son consommateur? Si on parle du packaging, en fait, nous on a une démarche RSE qui est très importante chez De Vialet, et donc un des mouvements qu'on a lancé, mais il y a déjà 2 ans, c'est de se dire on va bannir toute forme de plastique de tous nos packaging. Sauf que tout le monde entier a fait ça. Donc aujourd'hui, le monde entier est en train de faire cette bascule. Donc comment on s'organise? C'est l'équipe de Vialet qui se retrousse les manches et qui harcèle nos fournisseurs pour leur dire on est certes moins gros pour vous et moins important que les Amazon de ce monde qui consomment du carton, vous imaginez, mais pour nous c'est vital. Donc on supplie pour être livré. On va parler du futur, mais avant de parler du futur, c'est souvent l'occasion de faire un bilan. Et pour ça, on a une question de tes investisseurs. Vous avez un message. C'est Marc Simoncini, on m'a demandé de te poser une question sur De Vialet, alors la voici. Si tu avais pu savoir par avance tout ce qui allait nous arriver sur De Vialet pendant les années où tu as été présent, la question c'est est-ce que tu aurais signé avec le même enthousiasme ou est-ce que tu te serais abstenu? Voilà, à très bientôt j'espère. Salut. La réponse courte et honnête. Ouais, mais la réponse courte et honnête, c'est que j'adore ce que je fais. Alors, ce à quoi fait référence Marc, c'est qu'effectivement, on enchaîne les crises. Évidemment, là, le Covid, on en parle, mais avant ça, on avait eu en France la grève des retraites à Noël. Avant ça, on avait eu les gilets jaunes. On avait eu Hong Kong, on était très fort à Hong Kong. On faisait 10% du chiffre d'affaires à Hong Kong, ça a été divisé par 2 instantanément. Donc,
Et maintenant, on a la crise des composants électroniques. Donc effectivement, Marc fait référence à ce long chemin qui est pas pavé de rose. Mais moi, j'adore ça. Enfin, vous savez, dans ma vie antérieure, j'ai été recruté en 2003 pour les salles de cinéma Gaumont-Pathé, pour les diriger, à une époque où les salles de cinéma étaient données pour mourantes. Donc au fond, moi, j'adore la tempête. Tu as l'habitude des cas désespérés, mais c'est vrai qu'il faut. Non, c'est pas les cas désespérés, c'est qu'au fond, sinon je m'ennuie. Je m'ennuie. Bon, en même temps, s'il n'y avait pas ces problèmes, c'est que vous seriez tout petit et pas aujourd'hui leader dans votre domaine. Exactement. Si on veut pas d'embêtement, on fait rien. Et ça, c'est une super solution pour pas être embêté. On va faire à l'avenir. Alors, on entre dans le monde d'après. J'espère qu'on va tous bientôt être vaccinés et que les circuits industriels, l'approvisionnement va revenir. Mais c'est vrai que en matière de technologie, on va avoir une question à te poser par un de nos invités et on enchaînera ensuite. On va parler de l'avenir, effectivement, avec Anne Méo. Vous avez un message. Franck, tu as maintenu le cap pendant le Covid. Tu as réussi l'internationalisation de ta boîte. Des nouveaux produits arrivent. Où est-ce que tu vois De Vialet dans 5 ans ? Bref, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter et où va De Vialet sur le long terme ? Alors, c'est sympa de la part de Anne de dire ça. Nous, notre avenir, il est très, très, très technologique. Je vais prendre juste 30 secondes pour essayer de vous aider à décoder ce que je vais dire. Aujourd'hui, pour faire du son, c'est un haut-parleur qui pousse de l'air. Alors ça, c'est le principe de base physique de comment on fait du son. Et un haut-parleur, quand on envoie 100 d'énergie, il y a un qui sert à pousser l'air, 1 ou 2 selon la performance du haut-parleur, et 98 qui sert à rien et qui fait de la chaleur et qui est dissipé, donc qui est perdu. Nous, on a ça en nous, de se dire, si nos technologies, et elles seront radicales, et on a des projets dans les cartons qui sont complètement radicaux pour faire du son de manière complètement différente. Si ce ratio de 98% de l'énergie pour faire du son, elle est juste dissipée en chaleur pour faire bouger des aimants et des bobines, si on ramenait ça à 80%, ça changerait radicalement, la manière dont on fait du son, l'efficacité, ça ferait des enceintes ça change quoi pour le consommateur ? Ça ferait des enceintes microscopiques, on parlait des télévisions, ça ferait des enceintes qui seraient pas infiniment, mais qui seraient radicalement plus petites que tout ce qui existe aujourd'hui. Pour être plus concret pour les néophytes comme nous, ça veut dire qu'on consommerait moins d'énergie, on pourrait avoir un volume plus réduit pour souffler de manière plus efficace. Exactement. On consommerait beaucoup moins d'énergie. Et on aurait des haut-parleurs qui ressembleront pas, parce qu'on sait, on sait ce qu'on veut faire, qui ressembleront pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on aura un son incroyable dans des laptops, des smartphones, dans des voitures. Aujourd'hui, on vous explique que si vous achetez une voiture très haut de gamme et que vous prenez la solution audio super, le réflexe d'un constructeur auto, c'est de mettre 8, 10, 12, 15, 16 haut-parleurs dans la voiture. Nous, on pense que c'est un non-sens, c'est du poids, c'est de la consommation énergétique, c'est du volume, c'est un non-sens. Demain, avec quelques haut-parleurs, avec nos futures technologies, et on les a dans les cartons, on va changer radicalement ce paradigme. Donc c'est ça, au fond, si je regarde à long terme, c'est ça nos rêves. Alors moi, si je continue, je rappelle juste que Anne Méo, c'est la patronne de Image7, qui est une des grandes sociétés agences d'influence, donc pour tous ceux qui la connaissaient pas. Moi, je voulais continuer à parler du monde d'après aussi sous l'angle un peu des questions de durabilité. C'est des questions qu'on se pose. Alors on a parlé du carton, du plastique, etc. Je ne sais pas si on a le droit de révéler un certain nombre d'informations, parce qu'il y a évidemment des dimensions peut-être un peu dans le secret industriel, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour nos industriels, en tout cas dans le domaine de la haute technologie et de Vialet, de dépendance à la Chine, qui est un marché par ailleurs, comme tu l'as bien indiqué, mais qui est aussi un sourceur, notamment dans un certain nombre de domaines des métaux rares, de matières premières, etc. Et est-ce que l'exploitation dans ces domaines de la high-tech, des ressources rares, qui est une question un petit peu d'épuisement des ressources, mais également du coup d'impact économique, parce que plus on va vers la fin de la disponibilité de ces ressources, plus on est dépendant aussi d'un certain nombre de marchés, donc les prix peuvent monter et ça peut avoir un enjeu, etc. Donc est-ce qu'il y a un enjeu stratégique
c'est un peu technique, mais un enjeu stratégique à réduire la dépendance finalement à l'Asie du Sud-Est, qui est un peu le plus grand fournisseur en termes de composants. La question en ce moment, elle est sur la table. C'est-à-dire que quand nous, on a toujours favorisé dans nos composants, autant que faire se peut, ST Microelectronics, qui est une entreprise française ou franco-européenne. Dans une crise comme on est en train de la vivre en ce moment, quand on a une rupture de stock ou une rupture de livraison avec ST Micro, j'ai le numéro du CEO de ST Micro. Et si je l'appelle, je pense qu'il m'aidera. Enfin, je l'ai déjà fait en fait, donc je sais qu'il m'aide. Quand on est en rupture de stock parce que TSMC, qui est à Taïwan, n'arrive pas à produire et que du coup nos fournisseurs à l'autre bout du monde nous fournissent pas, j'ai personne à qui appeler et on est planté. Donc oui, dans mon monde idéal, l'Europe redevient solide sur les composants électroniques, ça c'est indéniable. Je n'y peux absolument rien, ça dépasse complètement ma zone de compétences, mais on a besoin de ST Micro et autres beaucoup plus forts en Europe. C'est vrai qu'on a laissé ça à l'Asie, mais je j'invente rien et c'est dans tous les journaux aujourd'hui et c'est une très très bonne chose. Et sur ces ressources qui un jour peuvent s'épuiser? Mais nous, notre contribution, ça revient à mon sujet précédent, nous, ce qu'on sait faire, c'est le son le plus parfait possible dans des objets les plus petits possibles. C'est-à-dire que nous, on passe notre vie à optimiser le ratio taille de nos produits, de nos objets, de nos haut-parleurs, de nos composants par rapport à la qualité du son et au volume sonore. C'est ce qui a fait le succès de Phantom. Phantom, ça remplace une chaîne hi-fi complète avec d'énormes enceintes dans un objet qui fait 5 litres, le volume de 5 litres. Donc oui, on y passe notre vie. Alors, on fait pas ça pour sauver l'environnement. Genre moi, j'ai plein de copains au Next 40 qui si vous parlez au patron d'Insect, il a ça chevillé au corps. Nous, on n'a pas créé Devialet, ou Devialet s'est pas créé pour consommer moins de terres rares, parce qu'on est un micro-consommateur de terres rares. Mais en revanche, notre contribution, c'est de dire aujourd'hui, il y a une énorme déperdition de volume de poids, de cuivre, d'aimant, de néodyme, enfin tout ce qui rentre dans la fabrication de tous les haut-parleurs du monde. Et nous, nos technologies, et notamment tout ce qui est logiciel et traitement de signal, permet d'optimiser ça de plus en plus. On a beaucoup parlé de monde d'après pendant ce confinement. Est-ce que le monde d'après que tu vois est le même que le monde d'avant, en mieux, en pire, complètement différent? Est-ce que tu observes des tendances ou des accélérations? Alors pour moi, il est résolument en mieux. Je suis pas sûr qu'il soit radicalement différent. En tout cas, je saurais pas dire en quoi il serait radicalement différent, mais il est en mieux sur au moins deux choses. D'abord, il est plus à la maison. Donc, et on est bien chez soi. Oui. Je suis pas non plus un grand fan du télétravail. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Moi, le 100% télétravail, c'est un truc, je trouve ça complètement inefficace. Mais oui, on est quand même mieux à la maison, donc il est beaucoup plus à la maison, avec de belles enceintes. On fait pas payer les placements produits. Et puis on est prévenu. C'est-à-dire que au fond, ce qui va changer, c'est que la prochaine pandémie, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en aura d'autres, on est prévenu. On sait tous porter un masque, on sait tous ce que c'est que du gel. Donc on est prévenu, et donc au fond, ce qui nous est arrivé est catastrophique évidemment. Mais voilà, pour la prochaine, on sait ce qui arrive. Attention, Franck, dans quelques années, tes propos pourraient être repris pour dire que Franck tu avais tout prévu. Voilà. Après Bill Gates, Franck Le Bouchard avait évidemment tout prévu et programmé. Non, mais regardez le monde d'après. D'abord, nous, à titre individuel, on sait comment faire. Voilà, rappelez-vous qu'il y a un an, moi je me souviens, il y a un an, la première fois que j'ai mis un masque, c'était bizarre, quoi. Enfin, on se sentait un peu gauche. Maintenant, c'est réglé. On est en train de faire des usines pour produire des vaccins en France, en Europe, pour produire des masques. J'imagine que le système hospitalier a beaucoup appris aussi. Donc au fond,
voilà, la prochaine pandémie, on sera... Tu portes un regard assez positif et ça on reconnaît l'entrepreneur qui pousse l'innovation, les solutions, qui s'adaptent, etc. Malgré tout, on a compris que t'es pas un grand fan du télétravail, mais d'une manière plus générale, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'aspect entrepreneurial de la vie de l'entreprise de Vialet en l'occurrence, aussi comme exemple, parce que vous avez connu une croissance en termes d'effectifs. On a traversé une crise. Bon, effectivement, les gens vont être plus chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire quand même dans la vie de Vialet ? Parce qu'il y a une dimension industrielle, il y a une dimension assez digitale, technologique. Il y a une dimension internationale en plus, avec non seulement par l'actionnariat qu'on a vu dans le monde entier, et puis l'aspect commercial, puis l'aspect sourcing, etc. Est-ce que du coup, ce monde d'après, en termes d'organisation, t'oblige à repenser le management, les techniques de leadership ou d'autres choses ? Oui, en fait, alors là, pour le coup, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Prenons le sujet du télétravail. Je vais expliquer pourquoi je ne suis pas un grand fan du télétravail en général. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est qu'il y a des fonctions, il y a des métiers qui se prêtent complètement au télétravail. Je vais caricaturer et excusez-moi de caricaturer autant. Les personnes qui sont à la compta chez Devialet, si elles sont 2-3 jours en télétravail par semaine, ça ne change rien. Mon équipe finale, nous on clôture nos comptes le 31 mars. Je vous laisse imaginer le confinement le 20 mars, avril-mai confiné. On a sorti nos comptes, ils étaient nickel, dans les délais, aucun problème. À l'inverse, les ingénieurs chez Devialet à Paris qui travaillent sur les composants électroniques et qui soudent des cartes électroniques, ou les équipes projets sur nos futurs produits ont besoin de se challenger aussi intellectuellement. En télétravail, ça ne fonctionne pas. Alors, ça veut pas dire zéro, mais on perd. Ces équipes-là, si elles sont en télétravail, elles sont moins efficaces. Et donc, dans ce monde d'après, ce qui est compliqué, c'est deux choses. Il va falloir arriver à identifier quasiment fonction par fonction, voire personne par personne, parce qu'il y en a qui veulent du télétravail et d'autres qui ont besoin d'humains, besoin d'humains, ou parce que à la maison c'est petit, bref. Donc il va falloir identifier fonction par fonction et personne par personne qui peut être en télétravail et qui ne devrait pas. Déjà ça c'est difficile et il va falloir l'expliquer parce que j'ai déjà moi les discussions de mais alors moi j'ai pas droit à 3 jours de télétravail alors que eux ont droit, donc c'est compliqué, ça peut créer un sentiment d'injustice. Donc ce monde c'est pas le télétravail en général. Moi je suis pour le télétravail, mais de manière très organisée et réfléchie. Il va falloir un chief monde d'après officer dans nos boîtes. Un chief monde d'après, très bien. Je te propose de passer à la partie d'après, celle qui nous intéresse aussi beaucoup avec Olivier, c'est celle de l'homme derrière la boîte. Et on va parler de toi, Franck. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? C'est ça la question ? J'improvise. D'accord. Vous avez 3 heures, Franck. Exactement. Alors, pour répondre à cette question très très large, j'ai lu que tu te livrais très peu et on va tâcher de. Non, mais parce qu'en fait, j'ai peut-être une forme de pudeur qui fait que je pense que parler de moi n'intéresse absolument personne. Donc, je vais répondre à la question en prenant, en biaisant un peu la réponse et en faisant, je sais que je le fais. Moi, je suis quelqu'un d'abord qui travaille beaucoup. J'ai pas autour de moi, j'ai des gens d'un talent incroyable. Voilà. Notamment les cofondateurs de Devialet. Emmanuel Lardin, c'est un designer de génie. C'est incroyable de croiser quelqu'un comme ça. Pierre-Emmanuel Calmel, sur les technologies de Devialet, c'est lui quand même qui un jour... Voilà. Donc, et des talents de génie chez Devialet, il y en a à tous les étages. Moi je bosse, voilà. Je sais bien qu'en disant ça il y a un côté un peu laborieux. Moi j'ai fait une prépa, j'entendais toujours des gens, ils sont pris dans une grande école en première année. Non, moi j'ai bossé. Moi je bosse beaucoup. Et l'autre chose, si je devais parler de moi, je suis vraiment positif. C'est-à-dire que, c'est la question de Marc-Antoine, de Marc Simoncini. C'est vrai que c'est pas facile. Enfin, nous, on est dans le métier du hardware, on est en face de Apple, de Sony, de Sonos, de JBL. C'est pas facile. Mais moi, je suis positif. Voilà, on se prend le confinement, on se prend le Covid. Ok, allez, on y va, quoi.
Alors comment on se ressource, Franck, quand même? Comment on trouve l'énergie tous les jours? Parce qu'on sait que c'est intense et qu'on a besoin, on l'a dit, d'un leadership encore plus fort aujourd'hui dans ce monde d'après. Comment on trouve cet équilibre? Alors d'abord, je sais pas s'il y en a beaucoup qui en parlent, mais moi, ma femme et mes enfants, c'est clé dans mon équilibre. C'est-à-dire que ma femme et on en parle beaucoup. C'est vrai? Ouais. Alors pour le coup, je vais dire un truc un peu. Je crois que derrière tout CEO, homme ou femme, il y a un conjoint, une conjointe qui est très important. Et moi, si j'avais pas ma femme pour me calmer, pour me ramener les pieds sur terre, je deviendrais fou, je pense. Donc ça, c'est très important. Et voilà. Et ça fait 25 ans que je suis marié et j'ai 3 enfants extraordinaires. Et s'ils étaient pas là, je crois que je serais fou en fait. Pourquoi t'as besoin d'être calmé? Mais parce que moi, à 4h du matin, je regarde mon chiffre d'affaires et mes mails. Et voilà. Et de temps en temps, quand on arrive le samedi et que je commence à ouvrir mes mails, heureusement, j'ai ma femme et mes enfants qui disent mais c'est une blague. Donc sinon, je n'arrêterai pas. Alors s'ils écoutent ce podcast, ils vont me dire bah oui, mais tu le fais quand même, papa. Exactement. Mais j'imagine que je m'arrêterai jamais. On a mis en place chez Devialet un système pour avoir le suivi, ça s'appelle la business intelligence, donc on sait tout surtout sur le voilà. Et puis il y a mon DSI, il est venu me voir en riant il y a 6 mois en disant mais t'es un psychopathe. Le mec qui se connecte le plus au système tout le temps, c'est toi. Il faut arrêter. Contrôle fric? Non, pas contrôle fric. C'est juste que j'ai besoin de voir que ça va. Là, on a lancé Gemini. Voilà, on a lancé Devialet Gemini, donc nos écouteurs. Moi, j'ai besoin de savoir si c'est un succès, si c'est un énorme succès, comment on vend, comment ça se passe en Chine. Voilà, j'ai besoin de. C'est un peu c'est un gros moteur. Ça m'aurait intéressé aussi de repenser ou de reparler un petit peu de ton arrivée à Devialet. Alors, c'était en quelle année 2018. 2018. Donc donc on a dit que Devialet c'était 2007. Donc 11 ans après. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi nous dans le parcours des scale-up parce que il y a parfois des CEO fondateurs qui restent jusqu'au bout, mais il y a quand même souvent à un moment donné des étapes qui se passent, des changements en termes de gouvernance, de management. Et ça, c'est des sujets qui sont intéressants de voir. Comment s'est passée ton arrivée? Est-ce que c'est parce qu'il y a un challenge un peu particulier de rejoindre une équipe? Il y avait eu des fondateurs. Alors, est-ce qu'il y a encore certains des fondateurs qui sont là? Comment est-ce que ça se passe avec le board? C'était après une levée de fonds ou en accompagnement d'une levée de fonds? Et comment est-ce que tu fais pour trouver ta légitimité? Comment est-ce que tu arrives à t'intégrer comme ça dans cette culture de croissance? En fait, quand je suis arrivé, le Devialet était un point d'inflexion fort. À l'époque, Devialet, je vais vous donner un chiffre. Je sais pas ça a l'air d'être un chiffre important quand même. Devialet approchait de la barre des 100 millions de chiffre d'affaires. Devialet était déjà dans 60 pays. Il y avait c'était au moment du lancement de Reactor. Et c'est vrai que c'est une taille et un développement géographique qui rendait les choses un peu plus compliquées ou beaucoup plus compliquées. Et il y avait les 3 fondateurs. Donc 2 sont encore là aujourd'hui, je les ai cités, Emmanuel et Pierre-Emmanuel. Et puis il y avait Quentin Sagnier qui était à l'époque le CEO quand je suis arrivé. Et Quentin, c'est un entrepreneur de génie. C'est vraiment le pur entrepreneur. Et donc il a quitté Devialet peu de temps après mon arrivée. On s'entend très bien. On est amis avec Quentin et là il est en train de lancer une boîte extraordinaire. Je crois que c'est Greenback. Greenback, exactement. C'est Quentin. Quoi? J'ai pas suivi. Il est en train de lancer la première et la seule aujourd'hui agence de notation de la qualité des terres agricoles. Personne n'y avait pensé. Voilà, si vous êtes financier, vous avez Standard & Poor's, Fitch et autres, et si vous voulez la qualité de votre terre agricole, ça n'existe pas. Donc rien à voir avec Devialet, mais Quentin, c'est un pur entrepreneur. Et il a été très longtemps un peu l'âme et la vision de Devialet, sauf qu'à un moment ça devient compliqué. Il y a des choses que lui il déteste faire. Enfin, quand on atteint une certaine taille, il y a des choses qui ça lui plaisait plus quoi. Oui, donc il y a le mouvement entrepreneurial qui est un peu d'insuffler la vision, le lancement, et puis après il y a effectivement comme on dit, il faut passer de 0 to 1. C'est le livre de Peter Thiel là, dans la Silicon Valley, c'est un des fondateurs de la galaxie PayPal. Le 0 to 1, c'est le lancement, et bien après il y a le 1 to 1000, enfin de passer de 1 à 1000. Et c'est pas forcément effectivement les mêmes compétences. Et puis il y a la gouvernance, c'est-à-dire que Devialet lève 100 millions en 2016 et la gouvernance elle change. Et tout d'un coup vous avez un conseil d'administration qui est ultra équipé, ultra exigeant. Et vous passez d'entrepreneurs qui, au fond, il y avait eu des levées, il y avait eu notamment 40 millions avec entre guillemets mes quatre mousquetaires.
mais ça n'avait pas radicalement changé la gouvernance. Voilà, vous levez 100 millions et tout d'un coup, vous avez un board qui est radicalement différent. C'est plus la même gouvernance. Vous rendez des comptes. Et le monde change. Tu disais qu'il y avait certaines choses qu'il n'aimait pas faire. On a tous des choses qu'on apprécie, d'autres choses qu'on apprécie moins. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, Franck, à ton poste, tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas et que tu fais peut-être quand même et qu'est-ce que tu n'aimes pas et où tu as trouvé comment l'organiser différemment? Ce que j'aime, c'est quand on débarque dans mon bureau avec j'ai une idée, j'ai une envie, et si on faisait ça, ou on fait ce truc-là. Parenthèse, et c'est tout le nul. monde peut rentrer dans ton bureau et te ouvert. proposer une... Et je le dis, dès que quelqu'un rentre chez De Vialet, je dis, ma porte est ouverte et c'est pas une figure de style. Et les gens le font, parce que des fois, alors, pas on tout le le monde. dit, mais il y a des gens qui disent, bon, quand même, bof. Est-ce que mon idée est vraiment bonne? Non, mais il y a des gens qui osent pas parce qu'ils peut-être ils ont pour peur. 100 000 raisons, Mais il y a plein de gens qui le font. Et ça, j'adore. Et ça rejoint le sujet du télétravail. Quand on a un télétravail, ça n'existe pas. Ça, c'est triste à mourir. Pardon, fin de parenthèse. Je te laisse poursuivre. Donc voilà, ça, moi, c'est ce que j'adore, et particulièrement chez De Vialet, parce qu'en fait, il y a des talents chez De Vialet qui échappent complètement à ma compréhension. C'est-à-dire que ce soit dans tous les sujets technologiques, dans tous les sujets d'Asie, enfin, quand mon patron Asie m'appelle en disant il faut faire ci et ça, et que moi j'ouvre de grands yeux et non, et t'as pas compris, dans ce pays-là, ça c'est important. Donc moi ça j'adore parce que ça stimule, c'est stimulant. Ce qui nous intéresse, et tu comprends bien un peu l'enjeu, c'est ce que tu n'aimes pas, parce qu'on découvre beaucoup de choses dans les difficultés et on découvre aussi beaucoup de choses en se livrant sur ces sujets. J'avais soigneusement évité la question. Non, ce que je déteste, c'est la routine. C'est-à-dire que moi, les trucs qui reviennent tous les mois, alors j'en ai un dans mon poste évidemment. Mais je déteste m'ennuyer. Je vais le faire autrement. Est-ce que typiquement ton agenda, c'est toutes les semaines aux mêmes horaires, les mêmes choses, avec les mêmes groupes ou les mêmes sujets, ou est-ce qu'il y a une liberté Je crois que si vous regardiez mon agenda, vous diriez mais il fait pas grand-chose, parce que mon agenda il est sur une semaine, quand le dimanche soir je regarde mon agenda et que donc ma femme me dit qu'est-ce que tu fous, il y a peut-être 15 réunions sur toute la semaine. Ce qui est, ça fait 3 par jour. Moi je connais des gens qui ont des agendas pleins. Et si je dépasse 15-20 réunions dans la semaine, c'est une semaine, je me dis oulala, ça va le faire moyen cette semaine. Parce qu'il y a beaucoup de temps pour que les gens passent me voir. Il y a beaucoup de réunions improvisées. Dès que je peux, je monte dans les étages ou je descends dans les étages. Et il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a un truc à me dire, qui n'osait pas. Il y a toujours, c'est en permanence. Et c'est ça que j'aime faire moi. Je la garderai cette question de l'agenda. Ouais. Alors, est-ce que quand tu es... ça m'intéresserait de voir aussi quel type de manager tu es. Parce que je trouve que c'est... dans une boîte qui grandit comme ça, probablement, il y a toujours des zones et des points de... Même à nos âges, on est un peu de la même génération. On a un peu d'expérience, mais on peut continuer de progresser. Mais enfin, en tout cas, tu dois pouvoir définir aujourd'hui un type de management. Et est-ce que chez De Vialet, cette culture... est-ce qu'il y a une culture plutôt... avec une vision très écrite, ou est-ce qu'il y a une dimension où ça peut bouger, évoluer? Est-ce que c'est plutôt comme on prend les gros mots, le top-down ou le bottom-up, ou encore autre chose? Enfin, est-ce qu'il y a un style un peu particulier qui peut venir de toi ou aussi de l'histoire de Vialet? Il y a une caractéristique chez De Vialet qui est vraiment ancrée génétiquement chez De Vialet, c'est que dès qu'on nous dit c'est compliqué, c'est pas possible, ça n'a jamais été fait, c'est stimulant. Alors, dit comme ça a l'air tarte à la crème. Néanmoins, l'histoire de De Vialet est pavée de ce genre de moments. La semaine dernière, on avait en face de l'Opéra Garnier à Paris, au milieu de la place de l'Opéra, une cabine d'écoute, Opéra de Paris, De Vialet. Il y a combien ouverte au grand public. Ouverte au grand public. C'est génial. Voilà, avec des gens qui venaient, des passants qui venaient, qui voyaient cet objet un peu bizarre et qui passaient quelques minutes pour écouter la bande-annonce entre guillemets de la saison de l'Opéra de Paris. Et pourquoi on a ça? On a ça parce qu'on a un magasin de Vialet. Alors je sais pas si c'est un magasin, mais dans le Palais Garnier. C'est-à-dire pas à côté, pas collé, c'est dans le Palais Garnier. Au cœur. Voilà, des choses comme ça qui paraissent un peu irréelles, on en a des tonnes. On est partenaire de Huawei
il y a 3 ans, Huawei scanne la Terre entière pour trouver son partenaire audio stratégique. Ils avaient déjà un partenaire sur l'image, qui était Leica, les appareils photo, et ils cherchaient le partenaire audio. Roulement de tambour, non, mais ils ont choisi. Ouais, évidemment. Non, mais vous imaginez un peu le challenge. C'est-à-dire que, et là, il y avait la Terre entière pour nous dire, ouh là là, c'est pas possible, vous vous rendez compte, alors c'est en Chine, c'est loin... c'est les Chinois, sous-entendu, ils vont vous piquer vos technos, ils vont vous piller vos brevets, et puis c'est Huawei, et je vous laisse imaginer les coups de fil que j'ai eus sur est-ce que vraiment De Vialet va devenir un partenaire de Huawei. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on y va quand même, qu'on résiste à ces pressions, si c'était des pressions? Mais on y va parce que chez De Vialet, genre plus on nous dit ça, plus ça nous énerve, dans le bon sens du terme. Et moi, quand j'ai reçu les coups de fil pour nous dire ouais, il faut vous développer en Chine, il faut y aller à fond, faut que la Chine soit un carton pour De Vialet, mais le faire si on avec peut le faire Huawei, sans les Chinois, voilà, si on pouvait le faire sans Huawei et puis sans Tencent, ce serait mieux. Ouais, notre réaction, c'est une blague, les gars. Si on, genre, soit on lève 100 millions d'euros pour faire de la pub en Chine et c'est pas gagné qu'on y arrive. Soit on rentre en partenariat avec un des géants chinois qui se trouve en plus être une des boîtes les plus techno au monde. Je me souviens du premier déjeuner avec le patron de la R&D de Huawei. Il nous dit c'est quoi les valeurs qu'on a en commun. Je dis mais ce qu'on a en commun c'est qu'on est une boîte d'ingénieurs et ils sont 75 000 ingénieurs chez Huawei, donc ça booste. Tu parles des géants mondiaux de la tech. Et je me rends compte que j'ai oublié une question essentielle d'un de nos partenaires qui est la Tribune, avec son directeur de la rédaction Philippe Mabier. Donc merci d'être revenu sur ce sujet. Vous avez un message. Bonjour Franck, De Vialet est né comme Apple par la musique, avec la musique et avec une volonté de révolutionner la musique, dans votre cas par le son. Apple est sans doute beaucoup plus fort que vous sur le sujet des applications. Néanmoins, est-ce que vous avez cet horizon en tête, ou en tout cas est-ce que c'est quelque part un modèle à suivre pour vous encore, et est-ce que vous pensez qu'on pourra encore créer un Apple dans les années 2020 tel que nous vivons aujourd'hui la révolution digitale? Que dit l'optimiste que tu es? Carrément. Enfin, il y a que 2 entreprises au monde qui maîtrisent toute la chaîne technologie audio, Apple et De Vialet. Voilà, je sais. Comme ça, pas mal. Comme ça, je suis au summum de l'arrogance. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les technologies audio qui vont du traitement de signal à l'électronique, à la mécanique, à l'acoustique, on est les seuls au monde. Et notamment parce que c'est nous qui avons développé notre propre ampli. Donc c'est une puce électronique qui est dans tous nos produits, notamment dans Fantôme. Cette puce électronique, on l'a développée nous-mêmes. Il y a une autre boîte dans le monde qui fait ça, en audio, c'est Apple. On est 2. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça, ils sont 1000 fois plus grands que nous. Si on considère, par exemple, pour les plus néophytes, les JBL, par exemple, ils n'ont pas cette maîtrise. JBL, comme d'autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des puces électroniques à Qualcomm ou Texas Instruments. Ils achètent leurs amplis à Texas Instruments, ils achètent leur haut-parleur à X et ils font faire le traitement de signal par Y. D'accord, donc ils ne maîtrisent pas l'ensemble de la chaîne. Ça donne des bons produits. Mon point, c'est pas de dire ils sont mauvais, c'est des bons produits. Nos concurrents font des bons produits. Nous, on veut faire des produits exceptionnels. Voilà. Et Apple est un vrai modèle parce qu'ils ont fait ça. Là, regardez, Apple quand même, ils viennent de quitter Intel. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans l'extrême qu'ils font ce genre de changement très très radical. Et donc nous on est très inspirés par Apple parce qu'ils ont à la fois cet axe très technologique et puis ils ont construit une marque. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même une marque extraordinaire. Donc nous, si on pouvait exactement sur cette génétique-là. De Vialet, d'ailleurs, c'était pas une des premières marques françaises à l'Apple Store? Si. Le De Vialet. De Vialet a été la première marque à être vendue dans tous les Apple Store. Ça a été extraordinaire pour De Vialet. Alors on fait un peu un coup perso, un coup pro, c'est le ping-pong, mais on va repartir dans le perso pour un autre sport. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? Avec cette question, je crois, de ton meilleur ami. Vous avez un message. Et on verra si c'est encore ton meilleur ami. Bonjour mon cher Franck, c'est Bertrand. Écoute, je trouve que tes résultats au tennis contre moi sont inversement proportionnels à ceux de De Vialet. J'aimerais bien que tu me dises quand est-ce que tu réussiras à concilier les deux.
Alors merci Bertrand, c'est complètement faux. Non mais alors qui a gagné la dernière partie pour qu'on soit clair. Bon, ça peut être clair. Bon, mais il a un tennis. On a la réponse, Bertrand. Non mais alors vous me demandiez comment je m'équilibre à titre personnel, ma femme, mes enfants en 1 et en 2 le sport. En l'occurrence le tennis et le golf. Il y a un moment dans ma semaine qui est absolument fondamental, c'est bizarre de dire ça, mais tous les samedis matins je fais entre 9 et 13 trous de golf. Je me lève tôt parce que c'est prenant, voilà, et je joue avec mon frère, avec Bertrand, avec d'autres amis, et c'est un moment de respiration qui sert de coupure à peu près étanche, enfin pas vraiment, mais entre la semaine et c'est critique pour moi. Ce moment de respiration, c'est un moment où tu mets complètement de côté toutes tes problématiques, ou c'est une manière de respirer autrement et de prendre la hauteur pour voir les sujets que tu as à traiter au quotidien d'une manière différente? C'est vrai, c'est un moment de respiration dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous jouez au golf, mais d'abord, ça se passe dehors et vous respirez vraiment. Et puis, si vous êtes au golf et que vous pensez au boulot et si vous êtes sur vos mails, d'abord, vous avez tout raté, c'est pas l'idée. Et puis, en plus, vous jouez oui, c'est un moment où il faut être extrêmement concentré et pas perdre son sang-froid. Exactement. Donc, c'est un moment important. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un moment important pour moi. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est de l'enfance. Est-ce que quelque chose dans l'enfance te prédestinait à cette vie d'entrepreneur, de direction d'entreprise, dans ton caractère, dans tes goûts, tes intérêts? C'est assez évident et je ne vais pas me dévoiler trop en disant ça. Genre, ma famille, c'est une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père avait développé une entreprise, alors rien à voir avec De Vialet, c'est une entreprise qui s'appelle toujours d'ailleurs Porsche, donc qui était leader en France sur tout ce qui est, est très présent dans le monde sur tout ce qui est sanitaire, salle de bain, voilà. Donc ça appartenait à ma famille, ça a été développé par mon grand-père, dirigé par mon père. Et vendu par ma famille quand je suis sorti de l'école. Donc je suis né. Donc tu n'as pas eu l'occasion potentielle de reprendre la suite. Non, et alors ça tombait. C'était une question. Ouais, mais ça tombait hyper bien. Moi, j'ai fait une école de commerce. Je rêvais de faire du marketing. Mon premier job d'ailleurs était chez Colgate en marketing. Et Porsche, c'était une boîte d'industriels. C'était vraiment les fonderies. C'était dans l'est de la France. C'était une usine à revin. Enfin, c'était l'industrie lourde. Et moi, j'étais en école de commerce, je rêvais de faire du marketing et de partir à l'étranger, donc c'était pas le rêve de ma vie. Mais en revanche, j'ai baigné dans cette culture de l'entreprise, c'est extraordinaire, et sa propre entreprise, ou en tout cas l'entreprise familiale, est quelque chose d'extraordinaire. C'est des débats du coup. Mon gamin veut pas reprendre l'entreprise familiale. C'est des sujets qui peuvent être compliqués ou conflictuels, ou finalement ça. Ouais. Moi, quand j'ai dit à mon grand-père je veux faire une école de commerce, alors que ma famille c'était vraiment une famille d'ingénieurs, ça a fait bizarre. Quand je lui ai dit je rêve de faire du marketing, il m'a littéralement dit mais le marketing ça ne sert à rien. J'étais le saltimbanque de la famille. Et puis je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup marqué à l'époque quand j'étais en école de commerce. Il y a un prof qui parlait, il y avait un cours justement sur les entreprises familiales et la transmission, et c'était avant-gardiste, on était en 89. Il avait dit dans les entreprises familiales, le grand-père est un aigle, le père est un faucon, le fils est un vrai. Et je m'étais dit, le fils c'est moi, c'est la 3e génération, c'est moi, et je veux pas être le vrai con de la famille. Et donc, et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais au fond, mon grand-père a créé la boîte, mon père la développe fantastiquement. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Est-ce que j'en ai pas envie et je peux pas le faire. On parle en quelque sorte de l'héritage, des valeurs. On parle de l'entreprise familiale. Et c'est intéressant aussi. Bon, ce qu'on essaie de faire nous aussi, c'est de déclencher des vocations autour de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, avec 40 nuances de Next, en touchant un public plus large. Et c'est intéressant d'entendre des chefs d'entreprise qui ont autant de succès que toi, de pouvoir les inviter. Et c'est ce que je propose de faire avec toi, de nous partager aussi qu'est-ce que tu voudrais finalement léguer, ou qu'est-ce que tu donnerais comme enseignement dans ce que tu as appris, pour éventuellement, si tu avais un jeune en face de toi aujourd'hui et qui te demandait quelques conseils. Moi, le conseil le plus important, si je dois relier ça à mon expérience personnelle, ça revient à ce que j'ai déjà évoqué.
qui est quand on te dit, et c'est évidemment pas une phrase de moi, mais si c'est impossible, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. On est en 2008, je dirige les salles de cinéma Pathé Gaumont. On est en train de déployer des multiplex partout. Enfin, vraiment, au fond, c'est un porte-avions, c'est lancé, on construit des multiplex et tout va bien. Et il y a la question de la projection digitale qui se pose. Et donc, c'est une énorme question qui agite la profession depuis 20 ans. Sauf que là, ça commence à devenir possible, le matériel est prêt, et donc on se réunit entre professionnels et les 2 tiers de la profession disent mais non, c'est pas le moment, ça sert à rien, ça risque de supprimer des emplois et puis ça coûte 100 les millions. bobines, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, okay. Donc c'est passé de la pellicule à la projection digitale. Et moi je vais voir Jérôme Sédou et Eduardo Malone qui à l'époque étaient mes deux mentors, et je leur dis moi je pense que ça se tente et il faut y aller. Et comme ils sont toujours très avant-gardistes et aussi très à l'écoute de ça, ils disent banco. Je leur dis j'ai un business plan pour les 100 millions, et je dis ouais mais c'est bon, vas-y. Et on est en 2008 et toute la profession dit non, on va attendre, et nous, Gaumont-Pathé, on y va. Et on équipe 2 salles dans tous nos multiplex, donc c'est un énorme investissement. Jérôme Sédou, c'est son argent, donc voilà. Et l'année d'après, James Cameron sort Avatar en 3D. Et on est le seul réseau en Europe qui peut passer Avatar en 3D. Et on rafle toutes les entrées, ou quasiment toutes. Il y avait un autre réseau qui était Kinépolis à l'époque, mais on rafle toutes les entrées d'Avatar, juste parce que à un moment, avec Eduardo et Jérôme Sédou, on s'était dit, tout le monde nous dit que c'est une mauvaise idée, mais on le sent bien, voilà, et on y va. Et le BP, franchement, ça sert pas. On l'avait fait le BP, et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué. C'était il y a longtemps. L'intuition, c'est très important en fin de compte. La chance aussi. C'est super important. Je sais pas si c'est la chance, mais l'intuition, moi, à chaque fois c'est bizarre à dire ça, mais à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, il y a un truc qui était pas, voilà, il y a un truc qui allait pas. Et c'est difficile parce que on a souvent une première impression, une première intuition, et puis après la tête se met en route et dit ok, mais il faut réfléchir, faut calculer, faut Excel, faut regarder. Évidemment, il faut ça. Il faut pas. Je serais fou de dire qu'il faut prendre ses décisions sur l'intuition, mais ouais, c'est super important. Après, il faut pas tomber dans le délire. Un CEO, il a des bonnes et des mauvaises intuitions. Il faut se méfier. Et parfois, c'est peut-être une intuition qui nous envoie droit dans le mur. Waouh! C'est la rubrique La Claque. Alors, c'est vrai que également dans le parcours de chef d'entreprise, de manager, très souvent on met en avant ses qualités. On a ce qu'on appelle parfois un storytelling. On est plutôt positif. Et d'ailleurs, en général, on l'est. Tu vas montrer tout l'optimisme dont tu fais montre quand tu regardes vers l'avenir de De Vialet en particulier. Mais est-ce que tu pourrais jouer ce jeu de la transparence et de nous dire, en toute franchise, aussi parfois sur la route du succès, il y a des échecs. Alors ils peuvent être parfois plus professionnels, plus personnels, ça on laisse à ton appréciation. L'idée c'est de jouer la transparence et de montrer comment on se relève d'une claque au sens moral, psychologique, ou parfois peut-être une vraie claque. Il y en a certains qui pourraient jouer sur le jeu d'une vraie claque reçue dans la rue. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on s'en relève, comment est-ce qu'on apprend ça, et est-ce que tu as cette capacité de pouvoir peut-être nous la partager de manière assez transparente? Moi j'ai aucun problème avec ça, et je vais vous en partager une qui est très récente et qui est De Vialet. On a, donc comme vous le savez, j'ai dit un peu plus tôt, on a lancé De Vialet Gemini il y a 2 mois. En réalité, on a lancé De Vialet Gemini en novembre dernier. Novembre dernier, vous vous souvenez peut-être pas, mais on était en confinement, et donc il n'y avait pas grand monde au bureau, et on voulait absolument être prêt pour Noël. Et donc, on devait commencer à produire en septembre, et puis septembre passe, et le software, donc l'operating system de De Vialet Gemini, était en cours de développement, de test. Et puis on est mi-octobre, fin octobre, et on teste. On est tous chez nous, pour certains au bureau, on teste De Vialet Gemini, et on voit qu'il y a des bugs. Mais on a tellement envie de lancer, on a tellement envie, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, on voit toute la concurrence qui déboule, et Noël qui arrive, qu'on se dit, on a des bugs, mais on va produire, on va vendre, et puis il y aura des mises à jour, et il y a quelques bugs, mais statistiquement c'est pas grave. Et je prends la mauvaise décision d'appuyer sur le bouton Go pour lancer, en sachant qu'on avait des bugs.
mais en sous-estimant massivement l'ampleur de ces bugs. Et on lance et on commence à vendre, les ventes explosent et les appels au service client explosent. Et les commentaires qu'on commence à recevoir sur les réseaux sont très 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 douloureux. Et donc on a vécu un mois de décembre chez Devialet qui a été terrible. Parce que on se rend compte qu'on a lancé un Devialet Gemini qui a un son extraordinaire, ça il n'y a aucun problème, mais qui en termes d'interface utilisateur est pas au niveau. Et donc ça a été une grande claque. Comme on a fait, on a fait un truc, j'ai pris une décision, mais elle était évidente. Début janvier, on a arrêté de commercialiser nos Gemini. On a rappelé tous nos partenaires, on a rappelé les clients. Et on n'a pas rappelé les produits parce qu'on savait que c'était pas un problème hardware. On savait qu'avec une mise à jour, le produit deviendrait ce qu'il aurait toujours dû être. Mais on a arrêté de les vendre mi-janvier et on a passé 3 mois à les mettre à niveau et on a recommencé la commercialisation mi-mai. Et ça a été une période douloureuse. On assume déjà peut-être personnellement, vis-à-vis des équipes, des actionnaires. Ah mais c'est moi c'est ce que je viens de dire, j'ai pris la mauvaise décision, clairement. Il n'y a pas de... Ah, c'est comme ça, c'est moi qui dis on y va. Et j'étais informé, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, moi je les écoutais tous les jours, donc je voyais bien les bugs. J'avais des gens dans mon équipe qui me disaient il y a des bugs, est-ce que c'est une bonne idée? Il y en a d'autres qui disaient c'est pas grave, on fera une mise à jour et tout va bien. Et j'avais tellement envie de le lancer et qu'on soit prêt pour Noël que j'ai pris la décision de le lancer. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a aussi une communication de crise qui se met en place par rapport à la réputation de Devialet? Parce que du coup, peut-être que s'il y avait des bugs, il y a eu effectivement sur les réseaux sociaux des tests qui pouvaient être de mauvais augure. Est-ce que dans ce cas-là, il faut repenser, communiquer d'ailleurs sur le fait que, ok, on a fait une erreur, on rappelle les produits, et comment est-ce qu'on le relance ensuite quelques semaines ou mois après? On a été ultra transparent. C'est-à-dire qu'on a dit, ok, le produit, l'interface utilisateur n'est pas au niveau. On n'est pas fier de ce qu'on a lancé en termes d'interface utilisateur, et donc on arrête. Si vous, clients, ceux qui veulent être remboursés, ils seront remboursés, il y a zéro discussion. Donc il y a des clients, il y a à peu près 20% des gens qui nous ont envoyé le produit en disant remboursez-moi et puis rappelez-moi quand vous serez prêts. Ça, ils l'ont dit, ça c'est ceux qui le disaient gentiment. Donc la bonne chose, mais c'est le b.a.-ba de la crise, c'est pas se raconter l'histoire, prendre les décisions vite, être transparent et dire les choses. Et c'est exactement ce qu'on a fait, et c'est difficile, c'est difficile. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors Franck, il me semble que tu étais informé sur le fait qu'on te laisserait micro et carte blanche complète ici dans 40 nuances de Next sur Vivatech pour aborder le sujet de ton choix. Alors évidemment un sujet qu'on n'aurait pas abordé pendant cette heure et demie passée ensemble. Tu as, comme son nom l'indique, une carte blanche complète et un open mic. Oui, moi je voudrais profiter de... On est à Vivatech et donc là je vois par la vitre il y a des dizaines ou des centaines de jeunes qui sont probablement de jeunes entrepreneurs. Et moi mon message c'est vous laissez pas embêter par les ronchons. Parce que alors les ronchons en France, j'ai lu, il y a une étude qui dit que le peuple français est le plus râleur au monde. Et ça, moi, ça me rend fou. D'ailleurs, je tiens à râler sur le sujet. Mais ouais, ça va pas quand même cette histoire. Prenez un exemple. On a dans le Next 40 là, nos copains de Doctolib, ils font un truc incroyable. C'est fascinant ce que fait Doctolib. Et il y a des ronchons pour dire mais quand même, est-ce qu'ils sont pas en monopole? Et c'est le service public, le privé. Mais arrêtez de râler. Donc, évidemment, tout est pas rose et évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais n'empêche que je comprends pas qu'on soit le peuple le plus râleur du monde. Et moi, quand je vois ce qui se passe là autour de nous à Vivatech, ça me remplit de bonheur. Le nombre de jeunes que je vois passer depuis 1 heure là par la vitre, qui sont en train de créer des entreprises et les succès qu'on a, le Next 40, mais la French Tech en général, et la manière à l'étranger dont on est perçu qui est ultra positive. Huawei nous choisit, nous, contre le reste du monde, et vous imaginez le nombre de boîtes d'audio qui rêvaient de faire ça,
et ils nous choisissent tout. Donc mon message, c'est écoutez pas les ronchons et les râleurs. Ça veut pas dire faites n'importe quoi, ça veut pas dire que tout est possible. On n'est pas non plus, je suis pas béat de naïveté. Mais ce qui se passe en ce moment depuis quelques années dans la French Tech, dans l'écosystème startup, ce qui se passe en France est extraordinaire. Et donc il faut y aller quoi. Moi je suis super positif. On n'est pas là pour râler, mais il faut plus de femmes entrepreneurs. Et c'est tout l'objet de cette rubrique Sista. La rubrique Sista, ça consiste juste à mettre en avant à chaque fois qu'on le peut, et notamment par l'entremise des chefs d'entreprise du Next 40, un coup de projecteur sur une entrepreneuse ou entrepreneureux. Alors du coup, je sais pas comment on dit en écriture inclusive, mais en tous les cas, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir montrer que la diversité et le gender balance, comme on dit en américain, ça a de la valeur pour nous, en tout cas, à 40 Nuances de Next. Et en général, on le pousse aussi avec France Digital, avec la French Tech. Alors, est-ce qu'il y a une candidate vers laquelle tu peux nous tourner et à qui on donnera le micro ? Alors oui, et avant de parler d'elle, nous on n'échappe pas à la règle chez De Vialet. Nous on a un des soucis que j'ai chez De Vialet, c'est qu'on a une boîte d'ingénieurs, donc on a beaucoup d'ingénieurs, et malheureusement, pour des raisons qui m'échappent complètement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et moi j'adorerais on a 80% des effectifs chez les ingénieurs qui sont des hommes. Et je trouve ça bien dommage. Moi, la femme, alors, elle n'a pas tellement besoin d'être mise en avant, mais la femme dont je voudrais parler, c'est Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, elle a rencontré De Vialet quand elle était ministre de la Culture. Donc l'équipe de Vialet était allée, comme ministre de la Culture, lui faire écouter Fantôme. C'est son premier contact avec De Vialet, et c'est plusieurs années après, quand elle a créé le fonds Corellia, que effectivement son premier investissement a été chez De Vialet. Moi, la raison pour laquelle je parle d'elle, c'est que une des grandes tartes à la crème des fonds d'investissement, c'est de dire on vous apporte beaucoup plus que de l'argent, on vous apporte du réseau, l'international. Enfin, chaque fonds d'investissement, chaque financeur a son pitch sur ce qu'il nous apporte. Et c'est pas toujours vrai. Je commente pas ça. Mais c'était une question. Dans le cas de Fleur Pellerin, quand elle dit je vous apporte plus que de l'argent, je vais vous aider à vous développer en Asie. Elle le fait. Et elle le fait à la Fleur Pellerin, avec beaucoup de sourire, beaucoup d'intelligence. Dans notre cas, beaucoup de karaoké, qui est important en Asie. Et voilà. Et elle a ce subtil dosage de gentillesse, de bienveillance, de sourire et de détermination absolue. C'est-à-dire que moi, elle me dit avec beaucoup de sourire que jamais elle me lâchera sur le fait qu'il faut qu'on soit fort en Asie et pas que en Corée du Sud. Et donc, je suis un très grand fan. On va te proposer de lui poser une question que notre associé Solène Etienne lui partagera en ton nom. Tu peux t'adresser directement à elle. Fleur, moi, tu as fait beaucoup pour nous sur la Corée du Sud. J'aimerais que tu me racontes comment tu vas faire pour toutes les autres boîtes de ton portefeuille. Aujourd'hui, quand je regarde le Next 40, il n'y a que De Vialet qui est aussi fort en Asie. Je pense que je voudrais savoir comment tu peux les aider tous à faire ce que tu as fait avec nous. Eh bien, ça y est, on arrive à la conclusion du 40 nuances de Next de Franck Le Bouchard. Un grand merci à toi. Merci à vous, c'est passé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Écoute, c'était un très bon moment avec le brouhaha vivant, et là je le dis de manière positive, le brouhaha vivant et énergisant de Vivatech. Merci de t'être livré en toute transparence et honnêteté avec cet optimisme et cette énergie qu'on a ressenti de déploiement international de Vialet. Merci à vous. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.